Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de Saladin Parnasse, grosse performance hier. Il gagne dans la quatrième reprise et devient le champion incontesté chez les featherweight, en plus de l'être déjà chez les lightweight, donc double champion incontesté et une très très belle performance. Franchement, si on enlève la petite séquence où il se fait toucher à la pointe du menton dans la première reprise, on peut appeler ça un combat parfait. Et donc on va commencer par là. Il se fait toucher, donc il y a eu un petit manque de lucidité sur une sortie de phase en grappling. Il faut évidemment faire très gaffe à ça. On le sait, le MMA, ça se joue sur des petits détails. Contre Daniel Torres, il se fait surprendre et c'est la seule défaite de sa carrière. Ici, contre Ruchala, il se fait surprendre et avec un peu plus d'impulsion, un peu plus d'impact, un peu plus de percussion sur cette frappe, ça peut changer la donne. Néanmoins, on enlève ça et c'est vraiment un combat absolument parfait. Et on va aussi noter le mental parce qu'il se fait toucher, il reste concentré et il reprend le contrôle du combat juste après. Donc, j'ai pris mes petites notes. Premier point, il a combattu comme un champ. Il a vraiment combattu avec maturité. Dans un combat qu'il a calculé, mesuré, contrôlé dans son ensemble. On a vu pour moi une très très belle maturité de combat avec, au-delà de ce moment justement, beaucoup de lucidité. Il est venu avec une approche stratégique très intéressante par rapport à Ruchala. Ruchala, c'est quelqu'un qui est durable, qui a besoin d'espace pour s'exprimer et qui se déplace bien. Il est venu, il l'a mis sous pression et son cadrage était excellent. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au KSW, la cage est ronde, il n'y a même pas d'angle, c'est rond. Donc c'est encore plus compliqué de mettre quelqu'un sous pression au KSW que ça ne l'est à l'UFC. Et on sait qu'à l'UFC, c'est encore plus compliqué de mettre quelqu'un sous pression que à l'époque au Bellator ou même sur un ring, parce que les angles sont plus larges. Donc très très beau parce qu'il l'a vraiment mis sous pression. On voyait Ruchala, il suffoquait, il savait pas quoi faire. Donc ça, magnifique sur l'aspect stratégique. Et puis son travail en garde ouverte était incroyable. Alors forcément, Saladin, c'est un gaucher, il a l'habitude de la garde ouverte, mais là son travail en garde ouverte était propre. Donc premier point, en garde ouverte, très souvent le bras avant s'annule. Mais il y a des gars qui sont capables de jabber en garde ouverte, et c'est le cas de Saladin Parnasse. Pour faire un lien, un exemple que je prends toujours, c'est je trouve que Cyril Gane a un très bon jab en garde ouverte. Ici, Saladin Parnasse a montré qu'il avait un très bon bras avant dans cette dynamique gaucher contre droitier. Et il avait vraiment tous les atouts du gaucher contre le droitier. Il avait une très très bonne gestion de la distance. Il a très bien exploité son delta vitesse. Donc il est évidemment plus rapide que ses adversaires. Et là, ça s'est bien ressenti contre Ruchala. Il a bien utilisé son bras arrière. Il avait des bons combos pour toucher avec ce bras arrière, notamment venir sortir avec son crochet avant pour placer son bras arrière en ligne. Donc il cachait son déplacement avec son crochet avant pour venir placer son bras arrière. Et donc, pendant qu'il envoyait son crochet du bras droit, du coup, il venait placer son pied avant sur l'extérieur du pied avant de Ruchala pour avoir un très bon angle sur son bras arrière. C'est un classique. On dit tout le temps, en garde ouverte, on veut avoir le pied avant sur l'extérieur du pied avant de son adversaire pour pouvoir justement bien aligner son bras arrière. C'est vrai si l'objectif est de frapper avec ce bras arrière. Et le truc, c'est que là, Saladin, il n'hésitait pas à placer son pied à l'intérieur pour placer son jab, et puis de temps en temps sortir avec son pied sur l'extérieur pour pouvoir placer son bras arrière. Et vraiment, il a perturbé Ruchala avec ça, et il le faisait d'une manière avec beaucoup de finesse. Je trouve, il cachait ça bien, c'était très fluide. C'est ça le mot que je cherchais, très fluide. Euh, Middle et high kick. Il a utilisé sa jambe arrière comme il le fait tout le temps, mais je trouvais que c'était très propre. Il télégraphait pas. De temps en temps, il l'envoyait à sec. De temps en temps, il l'envoyait sur une feinte de jab. Et encore une fois, ça perturbe l'adversaire. Parce que de temps en temps, tu vois le kick qui vient directement. De temps en temps, il vient juste après un jab. Donc ça vient pas sur les mêmes tempos. Et Ruchala les défendait relativement bien. Mais je me demande si le finish n'a pas été provoqué aussi parce que avec ce middle kick, il avait déjà touché au foie précédemment et que là, c'était un peu le coup de grâce. Euh, il a utilisé son classique. Donc là, tout ce que j'ai expliqué, toute l'approche technique que j'ai expliqué, c'est quand lui engageait l'action. Quand Ruchala engageait l'action, il a aussi fait son classique. Recul du buste, revenir avec le jab cross. Et c'est ça qui est compliqué pour un adversaire à Saladin, c'est que tu te fais mettre sous pression. Saladin engage bien. Il te touche quand il engage. Il engage pas avec des longues combinaisons, mais ce qu'il envoie,
Soit il va feinter, soit il va attaquer avec une attaque simple, une seule frappe, soit il va combiner avec 2 coups, très rarement 3 coups. Mais déjà, rien que ça, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une frappe qui vient? Est-ce qu'il feinte ou pas? Est-ce que s'il y a une frappe qui vient, c'est à ma tête ou à mon corps? Est-ce que c'est avec ses poings ou est-ce que c'est avec sa jambe? Est-ce que c'est une attaque ou deux ou trois? Est-ce qu'il y a un coup, 2 coups, 3 coups qui viennent? S'il y en a deux, est-ce que c'est le jab cross? Est-ce que c'est le jab middle kick? Donc est-ce que ça vient à ma tête, corps? Il est perturbant. C'est difficile de gérer un mec comme Saladin qui, en plus de ça, est fort physiquement. Donc il va engager en lutte de temps en temps, et puis en lutte, il a dominé. Donc je crois que c'est dans le deuxième round où ça se retourne, ça se retourne, ça se retourne, ça se retourne. Ça cherche le contrôle au clinch, mais au final, c'est lui qui obtient le contrôle final et qui arrive à amener ça au sol et qui arrive à prendre des positions de contrôle qui sont très intéressantes. Donc son positionnement au sol est vraiment très 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 bon, excellent. Il arrive à prendre ses positions, à créer la distance, à venir frapper, à venir rechercher le contrôle, et il se fait pas mettre en difficulté. Juste avant le finish, voilà, il y a une séquence où il y a un beau scramble qui est initié par Uchala, mais on voit Saladin jamais en difficulté, il stresse pas, il sait qu'il va reprendre le contrôle, il reprend sa position, il vient frapper, et puis ce finish est incroyable. C'est quelque chose on a déjà vu, hein, des penalty kicks avec quelqu'un au sol. Le plus récent dans ma tête, c'est, comment s'appelle-t-il, Khalil Rountree contre Robertson. Il finit le combat comme ça, mais c'est pas au foie. Au foie, dans une séquence où tu en as un debout, l'autre au sol, c'est déjà arrivé avec, et c'était pas le foie, c'est le sternum, je pense, Anderson Silva la deuxième fois contre Chael Sonnen, mais c'est un coup de genou plongeant vers quelqu'un au sol. Donc c'est plutôt rare de voir quelqu'un qui reste debout face à quelqu'un qui est au sol et qui arrive à finaliser grâce à ça sans devoir vraiment taper un genou au sol et commencer à envoyer des frappes avec les poings. Donc c'est original, innovant, spectaculaire. Tout est réuni pour faire parler de lui, et voilà, c'est magnifique. Je regarde juste, ouais, j'ai tout dit. Donc respect, moi j'appelle ça encore une fois une masterclass avec une petite astérisque à côté, parce que voilà, pour que ce soit le combat parfait, il faut que tout soit parfait et qu'on n'ait pas eu un petit moment de stress comme on a pu l'avoir dans la première reprise. Mais encore une fois, ça prouve quand même, j'aime répéter, en combat, tu vas te faire toucher. Tu sais pas faire des combats parfaits à tous les moments. Même Volkanovski s'est fait toucher par Makhachev, et à un moment dans ta carrière, tu vas te faire toucher. C'est important de te faire toucher, mais sans te faire mettre KO, et que si tu te fais toucher, tu sois pas perturbé, ou tu prennes pas peur, ou ça foire pas le reste de ton combat. Là, il est resté patient, il est resté confiant dans sa capacité à revenir directement dans le combat, reprendre le contrôle et reprendre sa domination jusqu'à quoi qu'il arrive. En fait, là, si ça allait à la décision, il allait la gagner, et il a montré qu'il était capable de finaliser un adversaire dans la fin de la 4e reprise. Mais ça, évidemment, c'est sans surprise. On connaît son cardio, on sait qu'il est compétent là-dedans. Donc, maintenant la question se pose. Et quoi maintenant? C'est vrai. Et quoi maintenant? Champion featherweight, et on a l'impression qu'en featherweight, plus personne va pouvoir le challenger. Il n'y a pas vraiment de 109 dans cette division qui va pouvoir sur lequel on va se dire, tiens, c'est un 50-50 ou un 55-45. Là, peu importe ce qu'il va faire dans cette division, il sera donné favori minimum, grand minimum à 65%, voire même 70%. Donc, d'un point de vue sportif, il n'y a plus grand-chose pour lui en featherweight au KSW. En lightweight, c'est un peu la même chose. Je pense sincèrement qu'en lightweight, il y a aussi du niveau. Il n'a pas encore défendu officiellement son titre en lightweight. Donc il y a potentiellement du challenge sportif là. Mais encore une fois, est-ce que ça va réellement attirer? Je pense que Marianne aurait été un très gros combat. C'était un très gros combat. C'est dommage que ce soit tombé à l'eau. Et là, il n'y a pas ce nom comme Marianne encore au KSW. Il y a des noms, mais en fait, tous les noms de la division actuellement, Marianne les avait essuyés avant. Et donc, quoi que fasse Saladin, voilà, ce sera une défense supplémentaire. Ce sera peut-être une défense officielle en lightweight, ce qui est bien pour son palmarès, mais il partirait favori sur papier. Et donc, avant de parler de la 3e option, je vais d'abord dire, je vais faire une parenthèse, parce que vous savez bien, j'aime bien nuancer. En MMA, il n'y a pas que l'aspect sportif. C'est clair qu'en tant que fan, tu veux voir tes combattants se challenger sur le plan sportif, parce que c'est ce qui t'intéresse égoïstement. En tant que fan, toi,
Voilà, c'est le sport, c'est le challenge, c'est voir des combats qui sont serrés sur papier, c'est voir des combats qui ne sont pas joués d'avance, c'est voir des upsets. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous excite. Donc, ça, c'est sur le plan du fan. Le plan du sportif, il faut comprendre, les gars, le nerf de la guerre, pour la plupart des gens sur Terre, c'est l'argent. Et quand tu es si bien payé au KSW, c'est clair que c'est difficile de se dire bah, je vais aller gagner 7 fois moins pour aller me challenger à l'UFC. Je peux totalement comprendre que le choix soit financier soit compliqué. Tout le monde peut faire la même chose. Tout le monde peut se dire regarde ton salaire actuel, on te propose d'aller travailler ailleurs pour 7 fois moins, mais tu auras beaucoup plus de respect aux yeux de la population. Tu vas réfléchir quand même. Tu vas réfléchir, tu risques de rester dans ton emploi actuel. Donc, je voulais nuancer pour dire, tirez pas à la calache sur Saladin parce qu'il choisit de rester encore au KSW. Il a ses raisons et ses raisons sont compréhensibles. Si on se met à sa place. Mais évidemment, à un moment, on a tous envie de le voir se faire challenger à plus haut niveau. Alors, ce qu'il reste au KSW, c'est le statut de champ, champ, champ. Je pense avoir vu un tweet de Bartosz, Adrian Bartoszynski, le champion welterweight, qui est à 14-0, qui vient de prendre la ceinture vacante welterweight au KSW, qui est intéressé par le combat. Je pense que Saladin a répondu avec quelque chose d'intriguant. Personnellement, ça oui. Ça, clairement, c'est le truc, c'est extraordinaire. Champ, champ, champ. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça quelque part en MMA dans une organisation majeure ou régionalement majeure, comme le KSW. Je sais que Renier de Rieder à un moment voulait l'être au One, ça s'est pas fait. Ici, ce serait intéressant. Et je pense que le KSW, typiquement, c'est le genre de combat qu'ils aimeraient organiser, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, typiquement, c'est le genre de combat où ça va créer un attrait, les gens vont vouloir voir parce que c'est la recherche de la grandiosité. Ça, champ, champ, champ au KSW, ce serait énormissime. Là, pour moi, ça c'est le dernier challenge qui lui permettrait de gagner en intérêt. Parce que je vais expliquer quelque chose ici et je vais essayer d'être factuel. Saladin est le plus grand d'une, je mets des guillemets, petite ligue ou d'une ligue moyenne. C'est factuel. KSW, c'est une énorme ligue européenne. C'est une grande ligue mondiale. Mais pour être champion au KSW, c'est moins compliqué qu'être champion à l'UFC. C'est factuel. On ne peut pas contre-argumenter là-dessus. Donc, être le plus grand dans quelque chose de petit, c'est pas comparable à être le plus grand chez les plus grands. Ça me paraît assez logique. Donc là, le dernier challenge qui lui reste, c'est vraiment ce statut de champ, champ, champ. Ce serait énormissime. Mais après ça, tous ces combats vont progressivement diminuer d'intérêt. C'est ce qu'on dit. Est-ce que John Jones aurait été aussi grand s'il n'y avait pas la présence de Daniel Cormier? On va pas se mentir. Ses combats contre Daniel Cormier, c'était 1000 fois plus attractif que sa défense de titre contre Anthony Smith. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette adversité. L'adversité en sport est nécessaire. S'il y a un championnat de foot, le championnat belge par exemple, et que ça fait 10 années qu'il y a une équipe qui est championne avec 18 points d'avance à chaque fois, à un moment, les gens vont plus regarder le championnat belge. On sait ce qui va se passer. L'intérêt va diminuer. Par contre, cette équipe-là, on va la suivre à la Champions League. Parce que là, il y aura ce challenge sportif. Et donc, c'est ça que je vais expliquer. Saladin, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable. Ne me prenez pas, ne déformez pas mes propos. C'est absolument incroyable. Tout le respect que j'ai pour lui est énormissime. Mais il est à un point de sa carrière où, s'il reste là, à moins qu'il prenne ce combat en welterweight, à chacun de ces combats, l'intérêt va progressivement diminuer. À moins qu'il perde et qu'il ait une histoire de rédemption, mais tant qu'il gagne, à chacun des combats, on va continuer à alimenter ce narratif. Ouais, mais les gars, il est trop au-dessus, il est trop au-dessus, et c'est pas intéressant sur le point de vue sportif. Donc voilà, ici, pour moi, c'est dans son intérêt d'aller chercher le challenge, c'est les welterweight, et puis d'aller voir ailleurs. Et malheureusement, encore aujourd'hui, ça va peut-être changer dans les années qui arrivent, mais aujourd'hui, l'adversité qu'il doit aller rechercher, c'est à l'UFC, c'est factuel. Alors, encore une fois, il y a d'autres éléments que lui doit considérer, que son manager doit considérer, que son entourage doit considérer, et peu importe le choix qu'il fait, tant mieux pour lui, ça lui est propre, on ne pourra pas critiquer
On pourrait être déçu, on pourrait avoir une frustration, c'est ça le mot que je cherche, mais on peut pas critiquer ses choix. Chacun fait des choix par rapport à ses objectifs, par rapport à ses envies, par rapport à ce qui lui est proposé. Si tu mets tous les facteurs les uns à côté des autres, voilà, chacun fait ses choix et grand bien lui fasse si c'est selon lui, si c'est le meilleur choix, on doit être heureux pour lui. C'est tout, ça s'arrête là. Mais évidemment, voilà, en tant que fan, on va pas se mentir, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi qu'on veut égoïstement le voir évoluer à l'UFC à un moment de sa carrière et je pense que là, il s'en rapproche fortement. Il lui reste un challenge au KSW et après ça, il doit aller signer à l'UFC en espérant, s'il vous plaît, que l'UFC, avec toute cette plainte qui est en cours, commence à s'ouvrir l'esprit sur OK, on doit faire des contrats qui sont plus humains et qu'on respecte Saladin, qu'on vienne le signer pour prendre directement un top 15 avec un salaire qui va avec. C'est tout le mal que je peux lui souhaiter parce que là, on alignera tout le monde en fait. C'est ça. Ça, c'est la situation qui alignerait tout le monde. L'UFC propose un beau contrat à Saladin, bien payé. Saladin, il est heureux à ce niveau-là. En plus de ça, il prend un combat directement dans le top 15, les fans sont contents et il gagne ce combat dans le top 15. Comme ça, tout le monde peut vraiment dire ok, Saladin, c'est vraiment un crack, c'est vraiment un prodige. On le sait déjà, mais à un moment, pour le prouver, tu dois combattre quand tu n'es pas spécialement favori à plus de 70%. Tu dois avoir ce combat où on se dit avant le combat, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On est d'accord? On est d'accord. Ok les gars, merci d'avoir suivi, c'était Chris et surtout félicitations pour la masterclass à Saladin, c'était absolument incroyable.